Un plateau, deux invités, seuls devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Alors on commence par vous, présentez-vous. Je suis Thibaut Damour. Je suis professeur à l'Institut des hautes études scientifiques et membre de l'Académie des sciences. Je suis physicien théoricien et je travaille autour de la théorie d'Einstein. Depuis les trous noirs, les ondes gravitationnelles, la cosmologie et en particulier la cosmologie à l'intérieur de la théorie des cordes. Même question, qui êtes-vous? Je suis Pierre Binetruy, théoricien des particules, m'intéressant plus spécifiquement à l'application des théories de l'infiniment petit à la physique de l'infiniment grand et du cosmos. Je suis directeur du laboratoire Astroparticules et Cosmologie, qui est justement un laboratoire qui travaille sur cette interface, et je suis professeur à l'Université Paris Diderot. À partir de maintenant, vous avez 30 minutes, avec vos montres en point de repère et une lumière rouge. Elle s'allumera si on a besoin de vous arrêter. Allez, c'est parti. Alors, la question se pose de savoir si Einstein est dépassé, puisque une expérience laisse entendre que les neutrinos iraient plus vite que la vitesse de la lumière. C'est un des fondements de la théorie d'Einstein. Et donc, la question se pose au sein de la communauté, et puis de façon plus générale, même au sein du grand public. Alors maintenant, d'un autre côté, la théorie a été vérifiée par un siècle de mesures, et ça, ce fondement-là reste, et donc il y a une sorte de contradiction. Mais en même temps, tous les physiciens s'attendent que même une théorie très bien vérifiée comme celle d'Einstein, qui est la base de la physique moderne, un jour devra être dépassée et devra être qu'un morceau d'une théorie plus vaste. Oui, effectivement, c'est la difficulté qu'il y a quand on parle d'une théorie dépassée, effectivement. Une théorie, j'aime bien l'image des poupées russes, une théorie garde ses fondements et garde ses vérifications expérimentales, mais on doit aller au-delà de cette théorie-là quand on veut expliquer des nouveaux phénomènes. Alors, est-ce que cette vitesse des neutrinos, c'est le nouveau phénomène qui va nous amener à devoir écrire une généralisation de la théorie d'Einstein? Ça restera une base, de toute façon, la théorie d'Einstein. Donc, de ce point de vue-là, Einstein ne sera jamais oublié. E égale mc2. C'est une des phrases les plus célèbres quand on essaye de résumer la physique du XXe siècle, mais en fait, peu de gens savent vraiment la signification de cette phrase. Mais ici, elle est juste un symbole de la théorie de la relativité restreinte. Alors, la théorie de la relativité restreinte est-elle mise en cause vraiment par une expérience? Quelle expérience? De quoi parle-t-on, Pierre? Alors, il faut peut-être présenter le neutrino, qui est une particule qui maintenant a son heure de gloire, mais qui est une particule encore mal connue. C'est une particule qui est fabriquée dans les réactions nucléaires, en particulier, dans le Soleil, dans les réacteurs nucléaires, mais qui interagit très peu avec la matière. Donc c'est aussi une particule qu'on utilise comme messager cosmique, puisqu'il vient de très loin, il interagit très peu. Et à tout moment, nous sommes ici baignés dans un flux de milliards et de milliards de neutrinos qui nous traversent, sans que l'on ne sente rien. Sans que l'on ne sente rien, il nous traverse en nous ignorant complètement. Et donc, du coup, effectivement, c'est une particule mal connue parce qu'elle est difficile à attraper. Donc, pour étudier plus précisément cette particule, l'idée a été de mettre des détecteurs souterrains pour s'affranchir de toutes les particules cosmiques et d'envoyer un faisceau du CERN à Genève, voilà, jusqu'à un laboratoire souterrain au Grande Sasso, près de Rome. Et ce que l'expérience en question, qui s'appelle Opera, étudiait, c'était les oscillations de neutrinos. C'est-à-dire que le neutrino apparaît sous trois formes, et ce qu'on cherchait à voir, c'est si on émet le neutrino sous une certaine forme au CERN, si on peut voir apparaître une autre forme du neutrino, ce qu'on appelle une autre saveur du neutrino, dans le laboratoire souterrain du Grand Sasso. Alors, accessoirement, on mesurait aussi la vitesse de ces neutrinos, et c'est là où on s'est aperçu que les mesures donnaient l'impression que les neutrinos allaient plus vite que prévu, et plus vite que la vitesse de la lumière. Mais plus vite d'une quantité qui a l'air petite,
de 10-5. En gros, les neutrinos sont 20 mètres plus loin que prévu, ou arrivent un petit peu plus tôt que prévu. Mais on est en train de parler de quelques dizaines de nanosecondes, donc vraiment un effet. Alors je crois qu'on va y revenir parce que c'est une des questions que nous nous posons. C'est à la fois une différence très faible, c'est une différence énorme par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, nous Surtout qu'on a observé des neutrinos venant d'une galaxie extérieure à la nôtre, qui ont voyagé pendant 150 000 années, à la vitesse de la lumière à peu près, en tout cas, et ils sont arrivés en même temps que la lumière. Oui. Donc il y a d'autres indications observationnelles indiquant que la vitesse des neutrinos, dans d'autres conditions que celle de l'expérience Opéra, a l'air d'être pratiquement égale à la vitesse de la lumière, à 2-10-9 près, c'est-à-dire 10 000 fois plus précisément que l'expérience dont on parle. Alors, c'est pas les mêmes neutrinos, enfin c'est les mêmes neutrinos, mais ils ne sont pas à la même énergie. Donc l'effet pourrait être un effet qui varierait avec l'énergie, mais ça reste quand même extrêmement compliqué. Alors, ce que je crois qu'il faut bien comprendre, c'est que qu'est-ce qu'on mesure? Parce qu'avant d'interpréter, il faut vraiment voir ce qu'on mesure. Alors, ce n'est pas un neutrino qui part du CERN, et puis top chrono, et puis on le voit repasser un petit peu après à Rome. Ça, on n'est pas capable de le faire. Et en fait, ce qu'on mesure, c'est non pas d'ailleurs des neutrinos au CERN, du sorte des accélérateurs du CERN, des protons. Et ces protons vont passer dans un long tunnel où il y a beaucoup de matière, et ils vont se désintégrer, et à la fin, la seule chose qui sort, c'est des neutrinos. Et donc après, on remonte toute la chaîne pour identifier de quel proton le neutrino qu'on a observé au Grand Sasso, de quel proton venait, ou quel ensemble de protons, puisqu'en fait, c'est des paquets de protons. Oui, ouais. Donc il y a tout un aspect analyse qui est plus complexe que ce qu'on a pu lire dans les journaux. De toute façon, à l'heure actuelle, même les expérimentateurs, personne ne peut être certain que le résultat de cette mesure correspond à la réalité. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que les expérimentateurs eux-mêmes d'Opéra ont indiqué quel était leur résultat et ont demandé à la communauté de vérifier tout ça, de vérifier les mesures de temps, de faire ça dans un autre cadre. Par exemple, une expérience américaine va essayer de vérifier ce résultat-là. À l'heure où on parle, il y a des tests qui sont faits au CERN à Genève pour changer la structure des paquets de protons qui vont... Mais ils ont déjà fait une confirmation de leur mesure avec des paquets de protons beaucoup plus brefs qui va dans la direction de confirmer. 60 nanosecondes plus vite que la vitesse de la lumière. Cela semble peu, et peut-être même un peu court pour brûler toute la physique du XXe siècle. Si ce résultat se confirmait, en mesure-t-on les implications? Je crois que la plus grosse difficulté d'interprétation, c'est que pour nous, théoriciens en tout cas, pour les expérimentateurs, on va dire pour les théoriciens, pour les expérimentateurs, c'est un effet tout petit. Pour les théoriciens, c'est un effet énorme, on peut le dire comme ça. Et donc pour arriver à interpréter ça, c'est extrêmement difficile. Le neutrino, je disais tout à l'heure qu'on ne le connaît pas si bien que ça, mais on le connaît quand même suffisamment. Il interagit avec les autres particules. Et donc s'il y a un effet de l'ordre de 10-5 dans les neutrinos, par exemple, par fluctuation quantique, on s'attend à ce qu'il y ait des effets un peu du même ordre ou un tout petit peu plus petits dans les électrons, dans les particules qu'on connaît mieux. Et ça, on ne les observe pas. Les effets mesurés ou les limites sur les effets mesurés sont infiniment plus petits que ça. Donc c'est vraiment une surprise de ce point de vue-là. Rappelons aussi que dans le passé, il y a eu plusieurs expériences qui avaient semblé remettre en cause la théorie d'Einstein et qu'à chaque fois, on a trouvé que cette expérience était incorrecte, en fait. Même à l'époque d'Einstein, les premiers tests expérimentaux qui essayaient de voir si les prédictions de la théorie de la relativité restreinte étaient correctes, les premiers résultats expérimentaux de Kaufmann n'allaient pas dans le sens de la théorie d'Einstein et avait un même niveau de signification que le test actuel de l'expérience Opéra. Mais à ce moment-là, Einstein a fait remarquer que
toute expérience pouvait contenir des erreurs et qu'il trouvait qu'il y avait un support théorique tellement important pour les idées à la base de la théorie de la relativité restreinte, c'est qu'il pensait qu'on trouverait des erreurs systématiques dans ces expériences de Kaufmann. Et effectivement, quelques mois plus tard, ça a été le cas et ça a été un des premiers succès expérimentaux de la théorie d'Einstein. Donc, je pense que dans ce cas-là aussi, Einstein dirait « attendons un peu ». Il y a peut-être des raisons de remettre en cause le cadre théorique, mais allons chercher ces remises en cause peut-être ailleurs. Alors d'autant plus que cet aspect de la théorie d'Einstein, donc ça c'est l'aspect relativité restreinte, est un des fondements de la grande théorie d'Einstein de la relativité générale qui décrit la gravitation, mais c'est aussi un des fondements de ce qu'on appelle la théorie des champs qui décrit les interactions des particules, par exemple au CERN, particules qui vont à des très grandes vitesses. Parce que même la définition moderne d'une particule n'existe qu'à l'intérieur de la théorie de la relativité restreinte. Une particule est définie par une certaine propriété mathématique dans la théorie de la relativité restreinte. Donc ça affecte, un résultat comme ça affecterait non seulement la théorie d'Einstein, mais aussi la théorie des particules microscopiques. Il faut peut-être commencer notre débat en rappelant rapidement l'image du monde que nous a donnée les découvertes de la physique du début du XXe siècle, et en particulier les découvertes d'Einstein et de certains de ses successeurs. Il y a trois théories qui sont au fondement de la physique moderne: la théorie de la relativité restreinte, la théorie de la relativité générale et la mécanique quantique dans diverses versions, y compris quantique et théorie quantique des champs. Mais n'entrons pas trop dans les détails. En termes simples, on peut dire que, alors que depuis des milliers d'années, on pensait qu'il fallait séparer des catégories décrivant la réalité comme étant complètement distinctes les unes des autres, la catégorie de l'espace, du temps, de la matière et des forces entre ces matières. Autrement dit, et c'était déjà les Grecs qui nous le disaient avec des atomes et du vide, il faut commencer par bien séparer le contenant de la réalité, qui est espace et temps, et son contenu, qui est la matière, les atomes, mais avec des interactions, des forces entre ces atomes. En fait, l'essentiel des découvertes de la physique du début du XXe siècle a été de brouiller ces distinctions, puisque, par exemple, la théorie de la relativité restreinte, au lieu de dire « oui, il y a l'espace et le temps, qui sont ces grands cadres qui préexistent à l'existence de la matière », nous dit « non, c'est plus compliqué que ça, espace et temps doivent être mis ensemble dans une seule structure, qui est l'espace-temps ». Et puis après, la théorie de la relativité générale nous dit « d'accord, il y a le contenant espace-temps, et puis il y a le contenu matériel, mais là aussi, il faut brouiller les distinctions, parce que le contenu matériel de la réalité influence, déforme, change la structure du contenant, de l'espace-temps dans lequel il est. Et donc, avec la théorie de la relativité générale, on a déjà une unification profonde des divers concepts de la réalité, où, semble-t-il, espace-temps et matière sont liés les unes aux autres. Et dans l'intervalle, la mécanique quantique nous dit « ah oui, mais la description de la matière, des particules, est beaucoup plus complexe que ce que l'on croit. Les particules, ce ne sont pas des petits points qui se déplacent dans l'espace. Elle est décrite par une structure abstraite, comme si cette particule était floue, ou comme si la réalité elle-même était floue et était une superposition de diverses réalités. Et du coup, quand on essaye de mettre ensemble la théorie de la relativité générale pour laquelle la matière déforme l'espace-temps, mais il faut pour ça que la matière existe quelque part dans l'espace-temps, avec l'idée de la mécanique quantique que la matière, elle n'est pas bien localisée dans l'espace, il y a un problème dans la description théorique, qui est que mécanique quantique, avec sa matière floue, mais qui en général ne se décrit bien que dans un espace-temps prédéfini, parce que la mécanique quantique suppose en général qu'il y a un espace-temps prédéfini pour que la matière soit placée dans cet espace-temps, et théorie de la relativité générale qui nous dit que la matière influence profondément le contenant de la réalité matérielle,
donne lieu à une certaine contradiction. Oui, mais alors justement, la question qui se pose, vous parliez de flou, donc effectivement, un des principes de la mécanique quantique, c'est qu'il y a des fluctuations et que tout fluctue, qu'une particule, un électron subit des fluctuations en permanence, fluctuations qui sont mesurées d'ailleurs expérimentalement. Donc la question qui se pose, c'est, par exemple, cette table, on sait qu'elle est formée d'atomes et qu'elle a l'air continue comme ça, mais que la structure est à la fois discontinue et fluctuante. Donc la question qui se pose effectivement à la théorie d'Einstein, c'est est-ce que l'espace-temps lui-même est une notion, je dirais, vue à notre échelle, cette notion d'un espace et d'un temps continu, ou est-ce qu'on doit remplacer, si on regarde à très très courte distance, cet espace et ce temps continu par d'autres notions discontinues ou beaucoup plus abstraites? Autrement dit, la question, c'est est-ce que l'on peut faire une description quantique de l'espace-temps lui-même, voilà, qui, chez Einstein, n'est pas un cadre neutre, mais un champ dynamique comme le champ électromagnétique, c'est le champ géométro-gravitationnel. Et donc c'est lié à des grandes questions comme le Big Bang, la physique près du Big Bang, ou même la physique avant le Big Bang, puisque si on doit remplacer la notion de temps par une autre notion, peut-être la notion d'avant et d'après est une notion très différente. Donc ça ouvre toutes les grandes questions existentielles, où ça prolonge ces grandes questions ouvertes un petit peu par ces deux grandes théories de la physique du XXe siècle. Alors, quelles sont nos armes face à ces vastes questions? Les armes théoriques, mais aussi les armes expérimentales ou observationnelles, parce que nous ne sommes pas, après un siècle de recherche, démunis. Même si cette question n'est pas résolue de façon satisfaisante, nous avons des connaissances qui nous indiquent des voies possibles de solution de cette question de réconcilier l'infiniment petit, flou et fluctuant avec l'infiniment grand qui est en liaison avec le contenu matériel de la réalité. Alors il y a des outils conceptuels, il y a aussi l'outil expérimental. Il y a quand même l'idée que dans tous les domaines qui sont à l'interface entre ces deux grandes théories, donc je vais caricaturer, mais la théorie de l'infiniment petit, la théorie quantique, et puis la théorie du cosmos et de l'infiniment grand, à l'interface entre ces deux théories, c'est là où on va aller chercher, là où ça craque, là où c'est peut-être un peu différent de ce qu'on attendait, là où les principes fondamentaux de ces théories-là sont remis en cause. On a parlé tout à l'heure de la vitesse de la lumière. Il y a aussi un autre grand principe de base qu'on appelle le principe d'équivalence, qui est un petit peu à la base de la théorie d'Einstein. Principe d'équivalence voulant dire que tous les corps tombent avec la même accélération dans un champ gravitationnel. Voilà, ce qu'on appelle l'universalité de la chute des corps. Donc ça nous ramène à Galilée et à la tour de Pise. Voilà. Donc tout ça, c'est des endroits où effectivement on va aller chercher des résultats expérimentaux en contradiction avec ce que nous prédisent ces deux théories-là. En même temps, on sait, pour finir sur le principe d'équivalence, aujourd'hui, les résultats du type tour de Pise, c'est-à-dire comparer l'accélération de chute libre de deux objets, on sait que tous les corps tombent avec la même accélération à 10-13 près, et que même la Terre et la Lune tombent vers le Soleil à 10-13 près. Donc on n'a pas encore trouvé une déviation, même si des projets expérimentaux utilisant des satellites autour de la Terre devraient tester ce même principe au niveau 10-15, donc un facteur 100 de gain en précision. Donc là, peut-être, on trouvera quelque chose de nouveau, ce qui sera intéressant, mais peut-être pas. Donc j'imagine que vous faites référence à la mission spatiale Microscope qui va justement tester dans l'espace l'universalité de la chute des corps. En mettant deux objets à l'intérieur d'un satellite tournant autour de la Terre. Donc ça montre bien qu'on est quand même prêt à mettre des moyens importants pour tester ces violations de la théorie d'Einstein. Ça montre aussi, et ça nous ramène à ce que nous disions précédemment, c'est que les effets qu'on attend sont extrêmement petits et beaucoup plus petits que cet effet de 10-5 qui serait vu par l'expérience Opera. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'en général, on attend des déviations infinitésimales, extrêmement faibles
pour voir là où la structure actuelle de la physique pourrait indiquer du nouveau. En même temps, une surprise récente est que si théoriquement on combine l'idée venant de la description microscopique de la réalité que toutes les particules et tous les champs fluctuent sur toutes les longueurs d'onde possibles, donc avec des échelles de temps qui peuvent aller vers des dimensions extrêmement petites, ça donne une estimation de l'énergie associée à ces fluctuations, énergie qui devrait courber l'espace-temps, comme nous dit la théorie d'Einstein, puisque toute source d'énergie doit se voir dans une certaine courbure de l'espace-temps. Des estimations faites par des théoriciens de ça conduisaient à des ordres de grandeur absolument énormes, qui fait qu'on les aurait déjà vus depuis longtemps, ou même que l'espace serait si courbé qu'on ne devrait pas être là dans un espace quasiment plat. Et c'est seulement il y a quelques années que des observateurs en cosmologie ont trouvé une indication, en étudiant la lumière de galaxies lointaines, que l'espace entre nous et ces galaxies lointaines était courbé au niveau de l'espace-temps d'une façon telle que cela suggérait qu'il y avait dans chaque centimètre cube de vide, même en absence de toute particule, il y avait une certaine densité d'énergie qui valait 10 puissance moins 29 grammes par centimètre cube de vide. Or ça, c'est une densité d'énergie extrêmement faible, plus faible que ce que l'on pouvait estimer théoriquement, mais qui a été observée, qui est maintenant considérée comme étant tout à fait confirmée, et comme prouvant que le vide, en absence de toute matière, a une certaine énergie, et que peut-être cette énergie est d'origine microscopique, d'origine quantique. Alors, on ne sait pas encore si ce qui a été mesuré par les observations cosmologiques, c'est vraiment cette énergie du vide. C'est pour ça d'ailleurs que, pour l'instant, on l'appelle l'énergie sombre. Alors c'est particulièrement d'actualité puisque le dernier prix Nobel a été justement décerné pour la découverte, alors pas exactement directement de cette énergie sombre, mais de l'accélération de l'expansion de l'univers qui serait due à une nouvelle forme d'énergie, et c'est ça qu'on appelle l'énergie sombre. Alors il reste encore à établir que cette forme d'énergie qui accélère l'expansion de l'univers est effectivement l'énergie du vide dont vous parliez. Alors maintenant, nos théories, il faut peut-être qu'on revienne à ça, ont du mal à expliquer l'ordre de grandeur de cette énergie sombre, si c'est vraiment de l'énergie du vide. Nous avons donc aujourd'hui certains renseignements observationnels ou expérimentaux qui nous indiquent qu'il faut aller au-delà du cadre théorique construit au début du XXe siècle, mais les théoriciens ne sont pas restés les bras ballants pendant un siècle, et ayant compris très tôt en fait qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre la mécanique quantique qui décrit l'infiniment petit et la relativité générale qui décrit la gravitation au niveau cosmologique, ils ont essayé d'unifier les deux dans divers schémas théoriques, et l'un des plus intéressants, ou en tout cas les plus riches, c'est la théorie des cordes. Depuis 2000 ans, on croyait qu'on comprenait la réalité comme un espace, et à l'intérieur de cet espace, le contenu matériel étant fait de particules. Particules qui, si on les décrit non plus quantiquement mais classiquement, sont des points. Le point de départ de la théorie des cordes consiste à dire: je vais reprendre un cadre espace-temps donné, donc un cadre rigide d'espace et de temps, mais je vais changer la description du contenu matériel. Au lieu de dire qu'au niveau classique, la matière est faite de points matériels, je vais dire qu'elle est faite de petites cordes, c'est-à-dire des objets élastiques, qui sont comme des petits élastiques en caoutchouc, soit un élastique avec deux extrémités, donc une corde dite ouverte, soit un élastique refermé sur lui-même. À cause des propriétés d'élasticité de ces objets-là vont vibrer, comme une corde à piano, une corde à violon vibre, avec une fréquence fondamentale et des harmoniques successives. Et quand on décrit ça au niveau quantique, c'est-à-dire on fait la théorie quantique de ces cordes vibrantes, on s'aperçoit que chacun des modes de vibration
de ces cordes, donc la note fondamentale, la première harmonique, les harmoniques successives, correspondent à la description d'une particule quantique qui est elle-même équivalente à un champ quantique et classique. Donc du coup, la théorie des cordes, qui a un point de départ, semble-t-il, assez trivial, on remplace les particules ponctuelles par des cordes, nous dit que, en fait, la réalité contient un nombre infini de champs. Et le côté magique de la théorie des cordes, pour beaucoup de théoriciens, c'est que parmi les premiers champs qui sortent comme ça, comme un lapin du chapeau d'un prestidigitateur, se trouve le champ gravitationnel tel qu'il est décrit dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, comme étant associé à un certain mode de vibration d'une corde. Autrement dit, toute la théorie d'Einstein sort en particulier d'un tout petit morceau de la théorie des cordes. Ça, c'est une indication que cette théorie, qui est au départ quantique, elle unifie de façon profonde la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale d'Einstein. D'un autre côté, comme vous l'avez dit, la théorie des cordes, et c'est ce qu'on peut lui reprocher, part d'un espace-temps qui est un petit peu un cadre fixe. Là, mais ça, c'est le point de départ de la théorie des cordes. On est d'accord qu'à l'intérieur de la théorie des cordes, on s'aperçoit que ce cadre fixe devient fluctuant dès qu'il contient des cordes. C'est vrai. Il est vrai que la théorie des cordes n'est pas une théorie finie, c'est une théorie encore en chantier. Je crois que nous serons d'accord pour dire qu'elle contient, semble-t-il, implicitement dans sa structure suffisamment de richesse pour être liée à tous les développements de la physique du XXe siècle. Mais c'est vrai que cette théorie n'a pas encore réussi ni à faire des prédictions expérimentales précises. Par exemple, on parlait de violation au principe d'équivalence. Il n'y a pas de prédiction précise du tout en théorie des cordes disant il y aura une violation observable de cette propriété d'universalité de la chute libre à tel niveau. Pour l'énergie du vide dont on parlait auparavant, aussi, même si dans certains cas elle donne 0 pour l'énergie du vide, il n'y a pas de prédiction précise pour une valeur non nulle, en tout cas. Mais moi, ce qui me gêne dans la théorie des cordes pour l'instant, c'est que dans les domaines qui sont à l'interface entre ces deux théories-là, là où on s'attendrait à ce que la théorie, peut-être pas la théorie ultime, mais disons la théorie qui englobe les deux, ait des succès particuliers, c'est peut-être là où la théorie des cordes a le plus de difficultés. Et si on revient à ce problème de l'énergie du vide, je trouve que la théorie des cordes a du mal à nous expliquer l'ordre de grandeur de cette théorie du vide. C'est vrai. Elle doit faire appel au principe anthropique qui est en gros de dire, là je caricature un petit peu parce que c'est plus complexe que ça, bon ça a la valeur que ça a, simplement parce que nous sommes ici pour l'observer. S'il avait une valeur différente, on ne serait pas là pour l'observer. Voilà. Mais il y a d'autres succès que l'on peut mettre, succès partiels, mais tout de même succès conceptuels que l'on peut mettre au crédit de la théorie des cordes. Ça concerne la théorie quantique des trous noirs. Les trous noirs, c'est une solution d'un type particulier de la théorie de la relativité générale qui dit que quand une étoile s'est effondrée, il reste derrière elle une structure courbée de l'espace où il n'y a plus de matière, mais il y a une certaine courbure extrêmement forte de l'espace et du temps. Et la théorie des cordes permet à une certaine approximation de pouvoir faire une théorie quantique des fluctuations et des fluctuations thermiques d'un trou noir, ainsi que du comptage du nombre d'états microscopiques décrivant un trou noir. C'est vrai, mais là aussi, c'est, comme vous avez dit, dans une certaine approximation, ce sont des trous noirs extrêmement théoriques, si je peux dire. Et je pense que, effectivement, pour moi, un des tests... Les trous noirs, c'est un vaste sujet. Jusqu'à récemment, il y a quelques, je sais pas, 5 ou 10 ans, on employait toujours le mot trou noir avec des guillemets. Maintenant, on voit des trous noirs partout dans l'univers. Oui, même s'il n'y a pas de preuve expérimentale qu'ils existent. Mais disons qu'on est de plus en plus convaincus que les trous noirs existent, qui sont là, qui sont même au centre de notre galaxie. Et les futures expériences, les futures observations vont tester la géométrie autour du trou noir. Et moi, ce que j'attends, c'est qu'effectivement, la théorie des cordes prédise alors
à ce moment-là des propriétés nouvelles de ces trous noirs, de la géométrie des trous noirs, qui puissent être testés observationnellement. Parce que pour l'instant, les trous noirs qu'étudie la théorie des cordes sont des trous noirs un petit peu de théoriciens, on va dire. Oui, mais enfin, parmi les trous noirs, il y a les trous noirs les plus simples qui n'ont pas d'autres propriétés que leur masse, qui sont des solutions de la théorie des cordes. Et la prédiction de la théorie des cordes, c'est qu'ils ont la même structure que la théorie d'Einstein, à des fluctuations qui ne sont pas visibles pour des objets macroscopiques. Donc ça n'est pas une prédiction qui donne des choses à tester précises, mais c'est en accord avec ce que l'on observe. C'est vrai, c'est un des succès de la théorie des cordes. Mais on aimerait voir plus de succès justement dans ces zones à l'interface entre théorie quantique et théorie d'Einstein. Bon, l'énorme problème de la théorie des cordes, c'est que c'est une théorie encore en chantier. On ne comprend pas l'ensemble des solutions de cette théorie. On ne comprend pas ce qu'elle décrit, en fait. Peut-être qu'on a fait que soulever un coin du voile, comme disait Einstein. La théorie des cordes, à mon avis, c'est à soulever un petit coin du voile, mais elle a indiqué qu'il y avait sans doute, il fallait des efforts théoriques beaucoup plus grands pour avoir une description satisfaisante et complète qui unifie le monde microscopique et le monde macroscopique. Moi, j'ai tendance à penser qu'on a besoin aussi de résultats expérimentaux qui justement vont nous indiquer que l'édifice craque quelque part. Alors après, il y a tout un chemin à faire pour arriver à cette nouvelle théorie qu'on appelle tous de nos voeux, théorie des cordes ou autre chose. Mais je crois qu'il y a vraiment un besoin de montrer que aussi bien, soit la théorie quantique, soit la théorie d'Einstein, soit les deux, sont prises en défaut quelque part. On a besoin de trouver le défaut de la cuirasse, et c'est pour l'instant, je dirais, ce qui nous manque, qui est peut-être fourni par Opera, qui sera peut-être fourni par d'autres expériences qu'on a mentionnées. Tout à fait d'accord. Je veux dire, la physique ne peut pas se développer de façon saine s'il n'y a pas un support expérimental et de nouvelles découvertes expérimentales. Espérons que le CERN, où se passe l'expérience de collision de protons à très haute énergie, permettra d'avoir du nouveau, au-delà de la physique du modèle standard. Espérons aussi que l'étude très fine des fluctuations dans le fond radio-cosmologique, c'est-à-dire la lumière refroidie venant du Big Bang, nous donnera des indications plus précises sur l'état de l'univers au tout début, avant le Big Bang, comme on dit. C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. 2 invités dans ce même plateau, rien que pour eux.